Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui en ce début d'été pour nos perspectives économiques et de marché. Quentin Rossier, responsable des Investment Consultants. C'est moi qui accompagne aujourd'hui notre Chief Investment Officer, Daniel Varela, que vous connaissez bien. Bonjour Daniel. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et sans plus attendre, on va mettre les pieds dans le vif du sujet. Alors, une petite présentation pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissez pas. Piguet Galland, on est au cœur de vos projets de vie par le biais de trois piliers d'expertise que sont les solutions patrimoniales, les financements et les investissements que Daniel et moi représentons aujourd'hui, donc le département investissement à travers les différents mandats de gestion et de conseil. Bien sûr, sans oublier les solutions que nous avons pour les clients institutionnels et les autres professionnels. Alors aussi un petit élément avant de démarrer pour poser vos questions. Je pense que la plupart d'entre vous est au courant. Il suffit de cliquer sur le petit point d'interrogation, que vous soyez utilisateur Windows ou Mac. Et n'hésitez pas, au fur et à mesure de la séance, de poser vos questions. Nous y répondrons comme d'habitude en fin de présentation, en essayant de garder un petit peu de temps pour le maximum de questions. C'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de questions qui surgissent et je suis sûr qu'aujourd'hui, ce sera une présentation sujette à beaucoup de questions. Mais voilà, nous y répondrons en fin de présentation dans le temps imparti qui nous est consacré. Alors Daniel, comme je le disais, allons-y simplement. Avec cette première question, on a une inflation qui est grandissante depuis le début de l'année, qui même selon certains journaux, certaines banques, effectivement, ne cesse de monter. Est-ce qu'on peut espérer une décrue de l'inflation à venir ces prochaines semaines, ces prochains mois? Que peux-tu nous en dire? Alors, l'inflation, c'est la question centrale en ce moment. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous inquiète depuis pas mal de temps. Pendant très longtemps, on était effectivement étonné de voir que les banques centrales considéraient cette poussée inflationniste comme quelque chose d'assez temporaire. Nous, on s'étonnait par rapport à un contexte qui semblait quand même s'installer sur la durée. Et aujourd'hui, on voit que les banques centrales ont pris la mesure de ce problème. Mhm. Et c'est bien entendu la question qui sera déterminante pour l'évolution de l'économie mondiale, mais également des marchés financiers sur les prochains mois. Alors, pourquoi l'inflation, c'est important, notamment par rapport aux marchés financiers? C'est que l'inflation, forcément, lorsqu'il y a une poussée d'inflation, les banques centrales, ça les rend nerveuses. Et lorsque les banques centrales sont nerveuses, eh bien, les investisseurs sont très nerveux. Donc, voilà, si on rentre effectivement dans le vif du sujet par rapport à l'inflation, clairement, aujourd'hui, en tout cas ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, clairement, l'inflation, ce n'est pas uniquement un problème d'énergie et d'alimentation, mais c'est beaucoup un problème d'énergie et d'alimentation. C'est clairement les deux variables qui aujourd'hui impactent fortement le pouvoir d'achat des consommateurs. Tout d'abord, si on commence par les denrées alimentaires, c'est vrai on assiste à une inflation, une poussée d'inflation extrêmement importante à ce niveau-là. On rappelle bien entendu que la Russie et l'Ukraine, comme on le sait, c'est deux pays qui produisent énormément de céréales. Et donc l'impact sur le panier de la ménagère, au niveau en tout cas de ce qui est de l'alimentation, se fait sentir de manière extrêmement forte depuis quelques temps. On voit donc sur le graphique de droite les progressions des prix des denrées alimentaires. En moyenne, c'est aux alentours de 20% annuels. C'est énorme. On voit que dans l'histoire récente, il faut revenir à 2011 et 2008. On se souvient qu'il y avait eu des émeutes de la faim dans quelques pays à ce moment-là pour retrouver des niveaux de progression aussi importants. Donc, les denrées alimentaires, forcément, ça frappe directement au porte-monnaie des consommateurs, tout comme l'énergie, les prix de l'énergie, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit également en termes de chauffage. Ça a un impact qui est assez lourd, important en ce moment. Et en fait, il y a un problème supplémentaire au prix de l'énergie qui a augmenté. C'est le prix de l'essence. Pour des raisons de manque de capacité de raffinage dans le monde, on a un prix de l'essence qui a encore plus progressé que le prix du pétrole. Euh,
pour ce qui est du manque de capacité de raffinage, ça s'explique tout simplement parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de raffineries dans le monde, sans doute en ce moment, et peu d'investisseurs qui souhaitent investir dans de nouvelles raffineries, alors qu'on nous annonce la fin du moteur thermique d'ici quelques décennies. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, en l'absence d'une paix en Ukraine, si cette situation de crise et de guerre en Ukraine se poursuit, il est difficile d'imaginer une forte modération de ces deux variables-là. Probablement qu'il faut s'attendre à des denrées alimentaires et une inflation liée au prix de l'énergie qui reste relativement élevée dans les prochains mois. Par contre, on doit regarder les autres composants de l'inflation. Et là, on a quand même, depuis quelque temps, une évolution qui est, on va dire, un peu plus favorable ou plutôt un peu moins défavorable. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de matières premières qui ont commencé à reculer, le prix a commencé à reculer, et on constate par ailleurs également que sur certains aspects qui avaient provoqué le début de l'apparition de l'inflation l'année dernière, on avait beaucoup parlé de l'apparition de goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement qui provoquaient un rallongement des délais de livraison, un manque d'inventaire dans certains produits cruciaux. On a parlé du manque de semi-conducteurs, par exemple. C'est vrai qu'on constate que là, il y a un début de détente sur ce qui a allumé, on va dire, l'inflation, le problème inflationniste en 2021. On le constate assez facilement sur les graphiques qui figurent sur cette page. Le prix du transport maritime qui s'était envolé l'année dernière par manque de bateaux, par manque de capacité de transport, ce prix du transport maritime commence enfin, après avoir atteint des sommets historiques, commence enfin à se retourner et à décliner. Et puis sur le graphique de droite, on voit que les délais de livraison qui là aussi avaient pris l'ascenseur, et bien là, on commence à observer également une détente. C'est le cas aux États-Unis. On voit que cet indice qui mesure les délais de livraison, sans être retourné totalement à la normale, commence effectivement à se retourner. Ça, c'est quelque chose qui est assez positif et qui laisse l'espoir, effectivement, d'une certaine normalisation sur un certain nombre de composants du panier de calcul de l'indice des prix à la consommation. Et en fait, c'est vrai que on constate que cette peur de l'inflation, elle s'est généralisée auprès des investisseurs, sur les marchés financiers, auprès des banques centrales, à un moment où en fait, on a certes ce problème lié au prix de l'énergie et des denrées alimentaires, mais ce que l'on constate, c'est que en dehors des denrées alimentaires et des prix de l'énergie, si on regarde ce que l'on appelle l'inflation de base ou l'inflation sous-jacente, donc c'est le calcul de l'inflation qui exclut justement le prix de l'énergie et les denrées alimentaires que l'on a tendance à catégoriser comme des produits et des prix relativement volatiles, eh bien, cette inflation de base, elle a déjà commencé à se retourner. C'est le cas notamment aux États-Unis, peut-être un peu moins en Europe. Il y a une certaine avance des États-Unis au niveau du cycle de l'inflation, que ce soit au niveau des prix à la production, donc en bleu ici sur ce graphique, ou bien au niveau des prix auprès du consommateur, des prix à la consommation, on voit effectivement ce tassement de l'inflation qui ne progresse plus et qui donne quelques signes de vouloir se retourner. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, mais pourquoi un moment où effectivement cette inflation de base commence à donner quelques signes de retournement aux États-Unis, pourquoi les banques centrales, et notamment la Réserve fédérale américaine, s'est montrée aussi inquiète dernièrement? Eh bien, c'est en raison de ce qui se passe, des développements qui se passent en ce moment au niveau des salaires. Et pourquoi les salaires, c'est important? Et pourquoi les salaires, c'est une inquiétude pour les banques centrales? C'est que dans un contexte où on a une poussée inflationniste, tant que les salaires restent maîtrisés, c'est une poussée inflationniste qui généralement s'avère temporaire. Pour qu'une poussée inflationniste s'installe sur la durée, et c'est quelque chose qui ne peut arriver que si les salaires partent à la hausse. Tout simplement parce qu'on a le risque d'instauration d'une sorte de spirale auto-entretenue de hausse combinée des salaires et des prix. Donc les prix montent sur le panier de la ménagère. Si les salaires montent de manière réciproque, eh bien les consommateurs vont continuer de consommer comme si de rien n'était.
et vont continuer d'attiser une inflation, une hausse des prix qui potentiellement peut entretenir également une hausse des salaires. Et donc ça, c'est quelque chose que les banques centrales n'aiment pas du tout et dont les banques centrales souhaitent se prémunir. Et clairement, on le constate sur ce graphique, c'est du côté des États-Unis qu'on a cette inquiétude-là, où les salaires effectivement sont partis à la hausse. Du côté du Royaume-Uni également, c'est un peu moins le cas dans la zone euro. C'est moins le cas également en Suisse, où les hausses de salaire, pour l'instant, que ce soit en zone euro ou bien en Suisse, restent très modérées et donc ne menacent pas de spirale inflationniste, de l'instauration d'une spirale inflationniste. Tandis que du côté des États-Unis, on a clairement cette crainte au niveau de la Réserve fédérale, ce qui a effectivement occasionné ce durcissement assez rapide de la politique monétaire américaine sur les dernières semaines. Alors, merci pour ces détails, ces compléments d'information très importants. C'est vrai qu'on voit tout de suite que l'inflation, une fois détaillée et pris en considération les différents éléments, on a parlé de l'énergie, de l'alimentaire, des salaires, on a une vision qui est beaucoup plus à même d'être comprise et également d'avoir une compréhension un peu plus profonde justement des agissements des banques centrales dont tu viens de parler. Et notamment les banques centrales occidentales, on a vu qu'elles intervenaient fortement, tu l'as très justement dit, dans un contexte de reprise économique post-Covid. Maintenant, effectivement, est-ce que cette économie, elle peut survivre à un coup de frein aussi fort des banques centrales actuellement? Alors clairement, aujourd'hui, la priorité des banques centrales, généralement, les banques centrales ont deux missions. C'est effectivement essayer d'éviter que l'inflation s'installe, mais tout en préservant la croissance économique. Aujourd'hui, le balancier penche plutôt du côté de l'inflation. Et on a clairement des banques centrales qui ont pris la mesure de ce risque et qui souhaitent vraiment éviter la surchauffe économique pour faire en sorte que l'inflation ne s'installe pas sur la durée, quitte à prendre effectivement quelques risques. Le risque d'éventuellement freiner un peu trop fort et de pénaliser trop fortement l'économie. Et c'est ce qui a occasionné effectivement euh, le malaise sur les marchés financiers que l'on a connu sur le premier semestre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les attentes de hausse de taux sont particulièrement agressives, notamment aux États-Unis sur le graphique de gauche et au niveau de la Banque centrale européenne sur le graphique de droite. On voit que globalement, les attentes de taux pour les prochains mois, c'est quasiment 2% de hausse supplémentaire des taux, ce qui n'est pas anodin, ce qui n'est pas rien. C'est pas quelque chose que l'on a observé sur les dernières décennies. C'est relativement rare depuis qu'on est dans un contexte de quasi-stabilité des prix. Alors forcément, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et qui interpelle. On constate effectivement des hausses particulièrement agressives. Alors, est-ce qu'on va effectivement avoir ces hausses de taux qui sont ici anticipées par le marché obligataire, le marché des capitaux, aussi bien du côté des États-Unis et du côté de l'Europe? Eh bien, c'est pas certain. C'est clair qu'on a plutôt l'impression que les banques centrales aujourd'hui veulent frapper assez fort, commencer par remonter assez agressivement les taux d'intérêt. En tout cas, c'est le cas du côté de la Réserve fédérale américaine. Et en principe, dans les prochains mois, du côté de la Banque centrale européenne également, quitte éventuellement, en fonction de l'évolution de l'inflation, s'il y a des confirmations que l'inflation effectivement commence à se retourner, éventuellement soulager vers la fin de l'année, relever le pied du frein et éventuellement ne pas procéder à des hausses de taux qui sont actuellement attendues par le marché obligataire. Donc ça, c'est plutôt aujourd'hui, on va dire une vision assez pessimiste du marché obligataire à l'égard de hausses de taux futures qui peut-être ne vont pas se réaliser. Je le rappelle, l'objectif d'une banque centrale, certes, c'est de maîtriser l'inflation, mais ce n'est pas forcément de casser la dynamique économique. Donc, une fois que les banques centrales verront que la situation inflationniste est plus ou moins sous contrôle, il y aura certainement un changement de ton au niveau des banques centrales et peut-être des banques centrales qui vont lever le pied et peut-être freiner un peu moins agressivement. Parce que les banques centrales, clairement, ne sont pas aveugles et elles observent effectivement que ce coup de frein, cette inflation, elle provoque déjà un impact économique qui est, dans certains cas, est assez sensible. En tout cas, l'impact au niveau du moral des ménages, il est très important, il est très sensible. Ce n'est pas forcément
les actes des banques centrales récents qui provoquent cet effondrement du moral des ménages, c'est plutôt l'inflation et l'atteinte au pouvoir d'achat qui clairement a provoqué cette baisse au niveau du moral des ménages, et notamment le prix de l'énergie qui vient grever le budget des ménages. Ce qui interpelle, on va dire, c'est que on observe, donc, du côté des États-Unis, mais également en Europe, à quel point ce moral des ménages a déjà fortement baissé. Mhm. On est retourné à des niveaux qu'on n'avait plus observés depuis la crise de 2008 ou voire durant 2011. On se souvient qu'on parlait beaucoup de la crise des dettes souveraines européennes à ce moment-là. C'est étonnant de voir à quel point donc, le moral a basculé et a fortement reculé, alors même qu'on est dans une situation où l'économie ne va pas si mal et où on a plutôt une situation assez favorable. Et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment du côté de l'emploi. Donc, tout ceci pour dire que face à cet effondrement du moral des ménages, on peut se poser la question si cet indicateur, on n'est pas proche du fond. Et peut-être qu'on va atteindre un fond et que le moral des ménages peut s'améliorer, surtout si on assiste effectivement à une stabilisation de l'inflation, voire même un début de recul des chiffres de l'inflation. Et effectivement, on le voit sur ce graphique, la situation est très différente de celle de 2008 où le moral était très très bas, mais pour de justes motifs. On avait des taux de chômage qui étaient particulièrement élevés, donc il y avait vraiment une crainte des ménages, des consommateurs sur la solidité de leur job, de leur travail. Clairement, on n'a pas ce contexte-là. On peut même se poser la question aujourd'hui, est-ce que le moral des ménages, il est plus influencé par le fait d'avoir un travail ou le fait d'avoir une inflation élevée? On peut se poser cette question-là. Tout ceci pour dire que, quand même, le côté positif, c'est qu'avec ce taux de chômage qui est assez bas, alors, c'est pas exclu qu'il commence à remonter progressivement, notamment avec le coup de frein qui est exercé en ce moment par les banques centrales. Mais à aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir des taux de chômage aussi bas, quasiment on est à des plus bas historiques aux États-Unis, on est au plus bas de ces 20 dernières années en Europe, c'est quand même un coussin relativement fort. Donc avec des ménages qui quand même probablement vont relativiser, vont se dire à un moment donné, j'ai encore mon job, c'est pas si mal. Et ça, c'est sans doute un soutien, malgré la baisse du moral des consommateurs, un soutien pour la consommation. Et si tu peux, justement, maintenant qu'on a un peu les éléments en main, développer région par région, peut-être où est-ce qu'on se situe vis-à-vis, puisqu'on a, comme tu l'as dit, des différences entre les régions, notamment les États-Unis et l'Europe, si on démarre par là. Probablement que la région qui fait l'objet du plus d'inquiétude du point de vue économique, c'est l'Europe. Donc, en raison de la proximité de la guerre, en raison effectivement aussi de notre dépendance par rapport aux énergies fossiles en provenance de Russie et notamment du gaz, c'est clairement la région qui est la plus menacée. Alors le côté positif, et on parlait effectivement de l'impact sur la consommation privée, le côté positif en Europe, c'est qu'on a quand même un bas de laine au niveau des ménages qui est relativement important. Ce bas de laine a été constitué durant la crise sanitaire et c'est vrai que la plupart des ménages ont conservé leur emploi, continué à percevoir leur salaire, n'ont pas forcément pu dépenser tout leur argent, toute leur épargne dans des activités de loisirs ou dans des activités de services. C'est quelque chose qui reprend progressivement, notamment cet été, on nous annonce un été assez intense pour ce qui est des départs en vacances et du tourisme. Mais c'est vrai que ce bas de laine, il est important. Il représente, on le voit ici, plus de 3% du PIB. Ça, c'est sans doute un soutien assez fort pour l'économie. Donc, des nuages à l'horizon, très évidents au niveau de l'économie européenne, mais quand même potentiellement contrebalancé par un pouvoir d'achat qui, malgré l'inflation, reste quand même assez important en raison justement de cette épargne forcée qui a été constituée durant la crise sanitaire et qui ne demande sans doute qu'à être dépensée. Ce qui est intéressant, on a parlé de la consommation privée, du moral des ménages, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le moral des entrepreneurs n'est pas aussi bas
on n'a pas assisté au même plongeon. Et ça, on le voit assez bien sur ces indicateurs qu'on appelle traditionnellement parmi les professionnels, les indicateurs PMI. En fait, c'est le climat des affaires, c'est des indices, c'est des sondages qui sont faits auprès de dirigeants d'entreprise ou bien de ce qu'on appelle des directeurs d'achat qui sont à l'origine des achats qui sont faits de matériaux de base par les entreprises. Ce que l'on constate, c'est que là, on a un moral qui a plutôt bien résisté au niveau des entrepreneurs aujourd'hui. On le voit sur ces indices. En fait, ce qui est la valeur déterminante sur ces indicateurs, c'est la valeur de 50. Généralement, quand on reste au-dessus de 50, c'est des indicateurs avancés, c'est des indices qui nous disent que sur les prochains mois, eh bien, on a une économie qui va rester plutôt en phase d'expansion. Quand on est en dessous de 50, eh bien, c'est des indicateurs qui nous pronostiquent qu'on va avoir une économie qui va être en contraction. Et on le constate aussi bien du côté de l'industrie, le graphique de gauche, que du côté des services, le graphique de droite. Eh bien, on a des indicateurs qui, pour l'instant, se maintiennent au-dessus de 50. Donc, malgré un moral des ménages en berne, eh bien, le moral des entrepreneurs, pour l'instant, résiste assez bien. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il résiste surtout bien, encore mieux, on va dire, en Suisse. C'est le trait bleu, on voit que aussi bien au niveau de l'industrie, et encore plus au niveau des services, puisqu'on assiste tout dernièrement à une sorte de rebond sur l'indice PMI suisse des services, eh bien, on a une résilience de l'économie suisse qu'on a souvent commentée par le passé et qui continue de s'affirmer. Et ça, c'est quelque chose, bien entendu, extrêmement positif pour les consommateurs, les ménages, les entrepreneurs suisses et bien entendu les investisseurs suisses. En Chine, on a un comportement réellement différent vis-à-vis de la Banque centrale chinoise. Qu'est-ce que tu peux effectivement nous dire là-dessus? Voilà, on a quelque chose de totalement différent des autres banques centrales occidentales. Absolument. Donc, les autorités en Chine sont totalement à contre-courant du reste du monde et du reste des pays industrialisés. On l'a observé déjà l'année dernière, alors qu'effectivement, on assistait à un fort rebond économique mondial. On avait plutôt des autorités chinoises qui étaient à freiner pour éviter la surchauffe, notamment dans le secteur immobilier, à prendre quelques mesures réglementaires, durcissement réglementaire. On en a beaucoup parlé, notamment à l'égard des géants de la tech chinoise. Clairement, là, on a un virage à 180 degrés qui a été pris depuis le début de l'année, donc par les autorités chinoises, et notamment à la suite des reconfinements auxquels on a assisté au printemps de cette année, qui a amené les autorités chinoises en raison de la résurgence de l'épidémie de Covid-19, à reconfiner bon nombre de grandes villes chinoises et ça a passablement impacté l'activité dans ce pays. Alors clairement, on est dans un revirement de tendance complet et effectivement, comme tu le disais, à l'opposé des autres grandes économies, la Chine aujourd'hui, c'est retour à une politique qu'on appellerait whatever it takes, donc quoi qu'il en coûte, alors que les autres pays quittent gentiment le quoi qu'il en coûte. La Chine est en plein dedans. Donc, par quoi ça se traduit? Par des injections de liquidité. On voit cet agrégat M2 qui mesure la liquidité, la masse monétaire globale en circulation à l'échelle de l'économie chinoise, repart de l'avant, donc avec des progressions supérieures à 10%, c'est pas rien. On relance la politique de crédit, donc on accorde beaucoup plus de crédit, et les effets commencent déjà à se faire sentir, notamment au niveau du secteur immobilier, où la Chine avait beaucoup freiné pour éviter une surchauffe. On voit le trait rouge que cette année, donc tout récemment, l'activité de transactions immobilières, les volumes de transactions immobilières sont en train de redémarrer assez fort, et c'est une mesure qui a été assez sensible, qui montre à quel point effectivement la liquidité est là, les crédits sont là, et la volonté de redémarrage de la Chine se matérialise assez rapidement. Tout ceci pour dire que, effectivement, à un moment où, partout dans les journaux ou dans les études de certains économistes ou de certains stratèges, à un moment où on parle beaucoup de récession, au point où on a l'impression que la récession est acquise, nous, on aurait tendance à moduler effectivement ce message. Pour nous, la récession, ni aux États-Unis,
ni en Europe, ni dans le monde, n'est pas encore acquise. Nous, on s'accroche encore à un scénario où, si effectivement l'inflation se stabilise, commence même à se modérer, on peut avoir des banques centrales qui appuient un peu moins fort sur le frein et qui réussissent ce que toutes les banques centrales souhaitent obtenir, un atterrissage en douceur de l'économie et pas forcément un basculement dans une récession. Alors justement, tu as parlé des effets, hein, des agissements des banques centrales. On parlait de la Chine, on a parlé précédemment de la Fed et de la Banque centrale européenne. Effectivement, on le voit, cet effet, il est assez fort et sur pas mal des classes d'actifs, si ce n'est toutes, et notamment le marché obligataire. Donc c'est vrai que là, on est dans peut-être une nouvelle normale qu'on n'a pas vécue depuis plusieurs décennies, comme tu le disais. Quelles sont éventuellement les opportunités à ce moment-là dans ce marché? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est intéressant de se tourner vers ce marché obligataire? Alors, avant de parler d'opportunités, il faut, comme tu l'as dit, souligner à quel point l'année est particulièrement difficile au niveau des marchés obligataires. Donc, il y a quasiment tous les marchés obligataires qui sont en recul de plus de 10% depuis le début de l'année. C'est quelque chose qu'on a, c'est énorme. C'est quelque chose qu'on n'a plus vu depuis bien longtemps. Donc, pour les gens qui étaient déjà actifs, en tout cas c'était mon cas en 1994, ça ressemble à 1994 et 1994, on avait beaucoup parlé du crash obligataire parce que c'est vrai que c'était une année particulièrement difficile pour les marchés obligataires, pas forcément pour la bourse. Cette année, on parle moins de crash obligataire parce qu'effectivement, quasiment tous les actifs financiers baissent dans la même mesure. Mais effectivement, donc, ce début d'année est particulièrement difficile. Mais comme tu le mentionnais, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités qui apparaissent? Pendant très longtemps, on regardait le marché obligataire, on ne trouvait pas d'opportunités. Le plus souvent, on y trouvait des rendements négatifs. Et quand ce n'était pas des rendements négatifs, on se disait que voilà, c'était pas extrêmement intéressant et ça ne faisait pas rêver. Clairement, le retour en territoire positif de quasiment tous les marchés obligataires dans le monde, c'est quelque chose qui, forcément, peut susciter de l'intérêt. Reste à voir si, en termes de valorisation, si les marchés obligataires aujourd'hui offrent de l'intérêt. Et notre opinion, c'est que ça commence effectivement dans certains marchés, ça commence à faire du sens de commencer à investir dans certains marchés obligataires. C'est le cas au niveau du marché obligataire américain, parce que c'est un marché qui commence à compenser du risque inflationniste à long terme. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mentionné souvent par le passé et qui là a tourné depuis quelques semaines. À savoir que on le voit depuis l'éclatement. En fait, le trait bleu, c'est le rendement des obligations gouvernementales américaines à 10 ans. Et le trait blanc, c'est les attentes inflationnistes sur les 10 prochaines années. On voit que depuis le début, l'éclatement de la crise sanitaire, eh bien, le rendement que l'on avait sur le marché obligataire américain à 10 ans ne nous compensait pas des attentes inflationnistes sur les 10 prochaines années. C'est un contexte de marché qu'on a libellé, qu'on a appelé la répression financière. C'est-à-dire que la Banque centrale fait en sorte que les taux obligataires sont tellement pas intéressants que ça ne suscite pas l'envie de faire de l'épargne et ça suscite plutôt l'envie de dépenser pour relancer la machine économique. On constate qu'on est sorti aux États-Unis de ce contexte de répression financière et on a enfin, après 2 ans, on a enfin un marché obligataire américain qui compense le risque inflationniste. Pas tous les marchés compensent ce risque inflationniste. Ce n'est pas encore le cas sur la zone euro. Par contre, on peut se dire qu'aujourd'hui, le marché obligataire suisse offre enfin des conditions attractives qui nous compensent du risque inflationniste que l'on prend en Suisse avec des taux d'inflation qui en Suisse vont rester relativement modérés. On n'imagine pas qu'on dérape au même point que ce que l'on a observé aux États-Unis et en Europe. Donc, ça commence à valoir effectivement la peine de plus investir sur les obligations américaines ou suisses. Et dans le même temps, c'est vrai qu'on a parlé des emprunts gouvernementaux. On voit que également dans des emprunts un peu plus risqués, notamment les emprunts d'entreprises privées, eh bien là, les primes de risque, donc c'est le différentiel de rendement par rapport aux emprunts gouvernementaux, se sont écartés, ont augmenté. Et là aussi,
il nous semble que ça commence à devenir intéressant, en tout cas aux États-Unis, mais également un peu en Suisse, de s'intéresser à des emprunts de sociétés de bonne qualité qui commencent à offrir un supplément et des rendements particulièrement attractifs. Donc, les emprunts de sociétés de qualité, on l'a mesuré ici, c'est le trait blanc, c'est les ratings triple B, donc c'est des qualités investissables. Donc, sur ces emprunts-là, on a un supplément de rendement par rapport aux emprunts gouvernementaux américains de 2%. Si on rajoute ça aux 3 et quelques pourcents ça. du gouvernement américain, ça nous met à 5. C'est juste. Ça commence à être intéressant. Et si on échappe à la récession, il faudra même peut-être même s'intéresser à des emprunts encore plus spéculatifs, on va dire, de moindre qualité. C'est des emprunts qu'on appelle à haut rendement, le high yield. Et là, les primes de risque se sont également écartées. Et là, les rendements, on rajoute aux 3 et quelques pourcents de rendement sur le gouvernement américain, on rajoute une prime de l'ordre de 5%. Ça nous amène à des rendements de 8 et quelques pourcents. Ça commence à devenir intéressant. La condition, bien entendu, c'est de s'assurer, et on aura une réponse dans les prochaines semaines, qu'on ne va pas basculer en récession. Qui dit récession dit que ces entreprises peuvent connaître des difficultés. S'il n'y a pas de récession, on est relativement tranquille par rapport à ces emprunts de moindre qualité, et ça fera peut-être l'objet, effectivement, ça fera peut-être du sens, effectivement, de s'y intéresser dans les prochaines semaines ou prochains mois. Concernant les actions, je me souviens du webinaire du trimestre dernier, on avait quelques inquiétudes concernant les valorisations encore. Maintenant, après effectivement ce qui s'est passé sur ce dernier trimestre, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces valorisations des actions? Alors justement, les valorisations, c'est un facteur à regarder. On s'inquiétait en tout cas du côté des actions américaines. C'est sans doute quelque chose à prendre en compte pour nous aider à juger si on est proche du fond et s'il y a le potentiel de rebond. Performance très difficile comme le marché obligataire sur le premier semestre de l'année. C'est clairement la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on est proche du fond et quel est le potentiel de rebond sur le deuxième semestre? Et c'est vrai que les valorisations, comme tu le mentionnais, c'est un aspect déterminant. On s'inquiétait de ces valorisations qui étaient assez élevées aux États-Unis. Ça, c'est le trait bleu. Donc, pour rappel, le ratio qu'on utilise le plus communément pour juger des valorisations des actions, si elles sont un peu chères, trop chères ou bon marché, c'est le fameux rapport cours-bénéfice entre le cours d'une action et le bénéfice par action qui est généré par l'entreprise. Et clairement, donc, à 22 fois les bénéfices, donc 22 années de bénéfices qu'on doit mettre sur la table pour acheter une action, on trouvait ça assez cher aux États-Unis. Ce n'était pas le cas sur les autres marchés, notamment en Europe, qu'on trouvait bien meilleur marché, mais les États-Unis, c'était clairement un peu cher. On voit que le problème de valorisation n'en est plus un. Aujourd'hui, on a des valorisations en raison des fortes baisses boursières de ce début d'année qui sont retournées dans la norme des 20 dernières années aux États-Unis. Et même en Europe, on est même passé en dessous de la norme de ces 20 dernières années. Alors, effectivement, on revient à la question, est-ce qu'on va avoir une récession ou pas? Si on a une récession, forcément, ces valorisations peuvent encore aller plus bas, comme on a vu en 2008. Si on n'a pas de récession, si on a un atterrissage en douceur, ce qui, pour nous, reste encore notre scénario le plus probable. On ne peut pas écarter la récession, mais encore, pour nous, d'après nous, les probabilités d'atterrissage en douceur sont quand même plus importantes que les probabilités d'une récession. Eh bien, ça commence à devenir des niveaux de valorisation qui, en tout cas, offrent un certain soutien à la bourse, voire même qui, à un moment donné, feront qu'on va s'intéresser à renforcer des actions dans les portefeuilles parce que c'est des valorisations intéressantes. D'autant que dans le même temps, eh bien, forcément, quand tout le monde parle de récession, quand tout le monde parle d'inflation, forcément, les investisseurs, leur morale, il en prend un coup. On l'a mentionné, quand les banques centrales sont nerveuses, les investisseurs décuplent cette nervosité, on l'a bien vu ces derniers temps, au point que les principaux indicateurs de sentiment que l'on suit pour mesurer effectivement l'optimisme ou le pessimisme des investisseurs, eh bien, notamment celui-ci, cet indicateur de sentiment a plongé, il a fortement reculé. Donc, comment il faut lire cet indicateur? Donc, c'est le trait orange. Comment il faut lire cet indicateur? De manière assez simple, on va dire que c'est le pourcentage d'opinions positives à l'égard de la bourse américaine. On voit qu'on est tombé aux alentours de 40
et c'est un niveau relativement bas. On voit que au plus bas de ces 20 dernières années, il y a dans les pires moments, soit de la crise de 2008, soit au moment de la crise des dettes souveraines, on est rarement tombé aux alentours de 30. Généralement, on s'arrête entre 30 et 40. On voit que les paniques récentes, que ce soit au niveau du Covid, on est tombé à 38% d'opinion positive. Avant cela, il y avait eu une panique assez importante, deux doubles paniques, on va dire. En 2016 et en 2018, on pensait que l'économie chinoise ralentissait trop fortement. On a vu qu'on s'est arrêté pas très loin des niveaux actuels de pessimisme. Pourquoi c'est important? C'est que, d'après nous, effectivement, c'est un indicateur qu'il faut voir de manière un peu contrariante. Quand il y a une majorité de gens qui sont pessimistes, donc quand il y a très peu d'optimistes parmi les investisseurs, c'est clairement plus le moment de vendre, c'est plutôt un moment où il faut s'attendre à tout le moins à un rebond technique, voire à un renversement de tendance. Donc, il nous semble que on devrait avoir un rebond technique qui a peut-être commencé, même s'il n'est pas assuré. On voit, il y a eu un fort rebond la semaine dernière des bourses. Cette semaine, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est sans doute un niveau qui devrait offrir un certain soutien. C'est intéressant de remarquer dans l'histoire récente, de voir que des points bas d'optimisme, de sentiment, de l'ordre de 40%, souvent ça représentait, il faut mettre cela en analogie avec le trait du haut qui représente le comportement de l'indice S&P 500 de la bourse des États-Unis. On voit que souvent un tel excès de pessimisme, ça marque souvent un fond de la bourse, en tout cas un fond temporaire. Et c'est sans doute quelque chose qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui. Sans doute trop tard pour vendre, mais potentiellement un rebond technique à venir, voire plus si effectivement les investisseurs reprennent confiance par rapport à un scénario d'atterrissage en douceur. Et c'est vrai que ce scénario d'atterrissage en douceur ou de récession, il va être déterminant par rapport au comportement des bourses dans les prochaines semaines ou prochains mois. C'est vrai que tout le monde parle de bear market en ce moment, donc de marché baissier sur les bourses. Généralement, c'est des choses qui apparaissent dans les médias ou dans les études. Dès qu'un marché baisse de plus de 20%, on estime qu'on est dans une tendance baissière, dans un bear market. Après, il y a bear market et bear market. C'est-à-dire que dans la plupart des bear markets, on peut les scinder en deux catégories. On a le bear market, donc le recul des bourses qui intervient dans une situation où on n'a pas de récession, qui n'est pas accompagnée de récession. Et généralement, ce que l'on observe, c'est que dans ce contexte-là, ces bear markets qui ne sont pas associés avec une récession, généralement, c'est des baisses de marché qui s'arrêtent aux alentours de 23% en moyenne. La moyenne des bear markets sans récession, c'est 23% de baisse. Et la moyenne des bear markets sans récession ont une durée de 7 mois. Après, il y a une autre catégorie de bear market, beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureuse, où là, c'est un bear market qui est associé à une récession. Et dans ces reculs de marché, on a des reculs de marché beaucoup plus importants. En moyenne, c'est des reculs de marché qui avoisinent les 33%. Parfois un tout petit peu plus, parfois un tout petit peu moins. Et généralement, ces phases de correction de marché boursier, elles ont une durée de l'ordre de 17 mois. Donc, voilà, beaucoup plus long. Beaucoup plus long, donc une phase de marché beaucoup plus pénible, on va dire, pour les investisseurs, qui s'installe sur la durée et avec des reculs de performance beaucoup plus importants. Et là encore, la situation actuelle, elle n'est pas forcément déjà décidée vers une période de récession, puisqu'on est tout à fait dans les niveaux d'une correction sans récession. Exactement. À aujourd'hui, la correction qui s'est matérialisée, à laquelle on a assisté sur le premier semestre, correspond déjà, on le voit sur la droite de cette page, correspond déjà quasiment au standard habituel d'une correction sans récession. Et effectivement, si on a l'espoir d'une modération de l'inflation, de banques centrales qui arrivent à obtenir un atterrissage en douceur, eh bien, on peut se dire que le mal est fait et que potentiellement, durant l'été, le marché boursier peut trouver un fond et peut commencer à rebondir et récupérer une partie des pertes sur le premier semestre.
Ça reste pour l'instant, comme je l'ai expliqué, encore notre scénario central. Bien entendu, si l'inflation continue de progresser, si les banques centrales continuent d'appuyer sur le frein, là, on passe dans le scénario de récession avec probablement des baisses supplémentaires à attendre. De nouveau, effectivement, ça va se jouer entre ces deux scénarios-là. Pour l'instant, on garde encore l'espoir d'un atterrissage en douceur et donc on va dire, du pire de la baisse qui est déjà derrière. Mhm. Alors c'est vrai que les marchés, on l'a vu, un marché obligataire, un marché action peu épargné par ce qui se passe actuellement. Du côté des devises également, il y a eu pas mal de mouvements. Est-ce que on l'a vu sur le dollar, on l'a vu sur le franc suisse, finalement, des monnaies qui nous concernent énormément. Est-ce que le dollar américain est devenu la seule alternative à ce franc suisse qui n'en finit plus de monter? Alors, c'est vrai que le dollar américain a également beaucoup monté ces derniers temps. Donc, donc on le voit sur ce graphique, donc le dollar américain, c'est le trait bleu. On voit qu'on est sur une tendance haussière depuis le début de 2021 contre euro, mais contre la quasi-totalité des monnaies, à exception faite peut-être par rapport au franc suisse qui a relativement bien résisté. Et le dollar, effectivement, a fortement progressé sur la base d'anticipation que la Fed, la Réserve fédérale américaine, serait la première à durcir sa politique monétaire et probablement qu'elle durcirait beaucoup plus sa politique monétaire que les autres banques centrales. Et forcément, quand on a les taux qui montent aux États-Unis et pas ailleurs, eh bien ça attire un flux de capitaux en direction des États-Unis et ça fait monter le dollar américain contre les autres monnaies. Alors, sur le court terme, avec une Fed, une réserve fédérale qui continue de monter assez agressivement ses taux cet été, probablement que le dollar va rester relativement soutenu par cette politique de la réserve fédérale américaine. Parce que le différentiel des taux courts est très à l'avantage du dollar par rapport à des taux courts en Europe qui remontent de manière beaucoup plus progressive. Mais le différentiel des taux courts, ce n'est pas la seule variable déterminante pour le comportement d'une monnaie. On a également le différentiel des taux longs. Et là, les choses se sont un peu détériorées pour le dollar et ils sont plutôt en faveur des monnaies européennes, notamment dernièrement. On le voit sur le différentiel des taux à 10 ans entre l'Allemagne et les États-Unis. C'est le trait jaune. On voit qu'il y avait un coussin assez confortable qui s'était constitué en faveur des obligations américaines. Toutes les caisses de pension, tous les investisseurs institutionnels, même privés, se disaient waouh, à ce niveau de rendement tellement bas en Allemagne ou en Suisse ou en Europe, vaut mieux investir dans des obligations américaines qui offrent un peu plus de rendement. C'est en train de changer tout simplement parce que les rendements européens à long terme sont en train de rattraper plus rapidement les rendements américains. Donc le contexte est en train de changer. Il suffirait effectivement que dans le courant de l'été, que la Réserve fédérale américaine dise voilà, on est satisfait du comportement de l'inflation, on va peut-être moins freiner ces prochains temps pour que le dollar éventuellement affronte des vents un peu plus contraires que sur les 2 dernières années. Mais c'est vrai que la monnaie qui dernièrement est assez forte, c'est le franc suisse. Et c'est vrai que l'annonce il y a 2 semaines par la Banque nationale suisse qui a surpris le plus grand monde, y compris nous, qui a pris la décision de monter ses taux de manière beaucoup plus précoce qu'attendue, de monter ses taux avant la Banque centrale européenne. Ce qui est un gros changement par rapport aux dernières décisions. Par rapport à ces dernières années, en tout cas depuis 2015, et qui a monté ses taux de manière beaucoup plus forte, 50 points de base que prévu, qui probablement va encore monter, en tout cas ça a été préannoncé au mois de septembre. C'est clair que c'est un changement de cap. Et surtout dans la communication de la Banque nationale suisse, clairement, on a observé, on a lu que la Banque nationale suisse estime que le franc suisse n'est plus aussi surévalué que cela par rapport à nos principaux partenaires commerciaux. Donc, une manière de dire que les interventions auxquelles on a assisté ces dernières années, quasiment depuis 2015, pour éviter que le franc suisse ne s'apprécie trop, probablement que c'est quelque chose un peu du passé. Ponctuellement, elle pourra intervenir si elle observe que le franc suisse est temporairement un peu trop fort, mais globalement, on sort de ce contexte où à chaque fois que l'euro était trop fort contre le franc suisse et qu'on s'approchait de niveaux de support importants, on a parlé de 1,05 à un moment donné, 1,03, la parité, qui déclenchait des interventions assez massives. C'est des histogrammes qu'on observe ici, en 2015, 2016, y compris début 2020. Ça, c'est un petit peu donc des interventions du passé pour ce qui concerne la BNS. Donc, ce qui veut dire que le franc suisse a de fortes raisons
de fortes chances de continuer de s'apprécier. D'ailleurs, on voit à quel point ma page ici, que j'ai préparée en tout début de semaine, est déjà démodée, elle n'est déjà plus du tout alignée avec l'actualité, puisque je pensais que la parité serait menacée assez rapidement. Je ne pensais pas qu'elle serait déjà menacée cette semaine. Et puis, cette parité, fameuse parité, a déjà été franchie hier soir, et on voit à quel point donc ça ne suscite pas tellement de réaction de la part de la BNS. Donc, un franc suisse qui probablement va rester fort contre euro, mais peut-être contre pas mal de monnaies dans les prochains mois. Donc effectivement, une BNS qui souhaite peut-être être moins prévisible qu'elle l'a été par les passés dans ses interventions, ça c'est sûr. Maintenant, ça a aussi d'autres impacts, hein, et là, notamment, on pense à l'immobilier suisse. Est-ce qu'on a vu déjà un ajustement fort dans ce domaine-là ou pas encore? Effectivement, monter les taux, c'est jamais une bonne nouvelle pour l'immobilier. Pour l'instant, les prix de l'immobilier réel, on ne constate pas encore de refroidissement ou de déconvenue ou de recul marqué. On est encore probablement un peu tôt dans ce contexte-là. On voit que probablement les volumes de transactions vont baisser. Mais pour l'instant, les prix de l'immobilier ont plutôt tendance à résister parce que probablement il y a un excès de demande encore assez important par rapport à l'offre qui est disponible. Là où on a observé effectivement une réaction, c'est au niveau de ce qu'on appelle l'immobilier indirect, c'est-à-dire les fonds immobiliers, donc les fonds qui investissent dans l'immobilier. Et là, la réaction a été assez importante, tout simplement parce que c'est l'agio de ces fonds. Il y a généralement souvent une prime au-dessus de la valeur nette d'inventaire de ces fonds. Et ça, c'est cet agio, c'est cette prime qui s'est ajustée de manière assez forte et assez rapide sur le premier semestre de l'année. On était clairement à des niveaux d'agio beaucoup trop importants, qui étaient sans doute justifiés effectivement par des taux extrêmement bas. On voit qu'il y a une corrélation assez importante effectivement entre les agios, donc sur l'axe vertical, et sur le niveau des taux suisses, sur l'axe horizontal. On voit qu'on était à des agios en début d'année de l'ordre de 40% en moyenne. L'ajustement a été rapide, on est à 10%. Tout à fait normal et expliqué par la hausse des taux sur le marché des capitaux suisses. Probablement que la correction a peut-être été un peu trop violente. Il faudra peut-être se poser la question de revenir sur ce marché de l'immobilier indirect au travers des fonds immobiliers. On attendra quand même d'observer la réaction du prix de l'immobilier réel, de voir sur les prochains mois, sur les prochains trimestres, si on assiste éventuellement à la prochaine hausse aussi. La prochaine hausse des taux en septembre, s'il y a une réaction supplémentaire potentielle sur les prix de l'immobilier résidentiel ou commercial en Suisse. Merci pour tous ces détails. Prenons un peu de hauteur. Si on se met à la place, et on y est clairement, de l'investisseur actuellement, est-ce qu'il y a un risque vraiment important à surveiller pour ces prochains temps? Je pense que oui, effectivement. Effectivement, c'est un risque qu'on avait déjà mentionné lors du dernier webinaire. On avait mentionné qu'effectivement, il fallait garder un œil très attentif sur le pétrole. Alors, on voit que c'est beaucoup l'essence aujourd'hui qui constitue un problème. Le pétrole avait fortement monté au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Il a plutôt eu tendance à se stabiliser. On avait dit lors du dernier webinaire, si le cours du pétrole passe au-delà de 150 $, ça va être difficile d'échapper à une récession mondiale. Donc c'est clair qu'on garde ceci en tête. D'autant plus qu'on sait qu'il y a un déséquilibre au niveau du marché du pétrole et des stocks de pétrole qui sont relativement bas. On le voit sur ce graphique. Donc tout en bas, cette ligne tout en bas, c'est l'évolution des stocks de pétrole. Et on voit à quel point on est très en dessous de leur niveau de l'année dernière et très en dessous de la norme de ces dernières 5 années. Donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, pas beaucoup de marge de surprise, on va dire, en matière de stock de pétrole dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête. Si le prix du pétrole repart fortement en hausse et passe au-delà de 140, 150 $, c'est clair que c'est quelque chose c'est une variable qui risque de changer la donne par rapport à notre scénario économique et scénario sur les marchés financiers. Mis toutes ces informations bout à bout, quel positionnement on recommande à l'heure actuelle pour les portefeuilles de nos clients et d'éventuels autres prospects?
Si on écarte ce risque pétrole, ou en tout cas une hausse modérée, progressive du cours du pétrole, si on part de l'idée que potentiellement on peut avoir un début de stabilisation, de décrue de l'inflation, des banques centrales moins nerveuses, ça pointe en direction effectivement potentiellement d'une situation où le pire de la correction boursière serait derrière nous et on serait tenté effectivement d'augmenter progressivement le risque dans les portefeuilles dans le courant de l'été. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. C'est vrai qu'on est encore dans une position attentiste. Donc c'est vrai qu'en termes de positionnement sur la partie boursière, donc sur la partie action, on reste dans une situation de positionnement, d'exposition relativement neutre. Le prochain mouvement, en toute logique, si le scénario d'atterrissage en douceur se concrétise, ce sera plutôt d'augmenter le risque, soit au travers des actions, soit au travers d'obligations plus risquées, comme je le mentionnais préalablement, soit au travers des deux. Donc ça reste une option. Nous, les décisions et les changements que l'on a apportés dans nos profils d'investissement et dans nos grilles d'investissement, ça a été de renforcer le franc suisse. Renforcer le franc suisse parce qu'on estime que le franc suisse a toutes les chances d'être fort, de rester fort et de s'apprécier sur les prochains mois. Et donc, ça arrive à un moment où, en très longtemps, on renforçait le franc suisse, mais on ne savait pas quoi faire avec le franc suisse. Aujourd'hui, on renforce le franc suisse et commence à avoir des rendements intéressants sur le marché obligataire en franc suisse. Donc, on augmente les obligations en franc suisse et dans le même temps, on réduit les investissements dans les marchés autres Europe. En gros, c'est sur la livre sterling. On capitule un petit peu sur notre conviction sur la livre sterling. On voit que c'est une monnaie qui a de la peine à récupérer tout le terrain concédé au moment de la votation sur le Brexit. Et on voit à quel point le gouvernement est particulièrement faible aujourd'hui. Et c'est vrai que le contexte politique pas très en faveur de Boris Johnson semble peser également, en tout cas semble menacer la monnaie. Donc on réduit les obligations en sterling, on renforce le franc suisse, on renforce les obligations en franc suisse qui enfin commencent à payer des rendements. Et sinon, une autre décision qu'on a souhaité prendre, on sort définitivement, on avait déjà procédé à quelques prises de bénéfices, on sort définitivement sur la partie matières premières, on sort des métaux industriels. On voit que forcément avec une économie qui va avoir une croissance un peu moins forte ces prochains temps, c'est quelque chose qui menace effectivement les métaux industriels. Et aujourd'hui, notre positionnement sur les matières premières, c'est de l'or, un socle d'or relativement important, en gros 5%. Ça représente une assurance de portefeuille au cas où tout irait mal sur l'économie, sur les marchés financiers, mais complété avec une exposition sur l'énergie, donc qui, d'après nous, dans ce contexte assez tendu en termes d'inventaire, devrait relativement bien faire, voire même progresser encore. Excellent, on a fait un beau parcours et vraiment merci Daniel pour cette vue détaillée qui, comme on l'aura tous bien compris, n'est peut-être pas aussi noire que celle qu'on peut lire à gauche, à droite. On a quand même un scénario pour nous d'atterrissage en douceur de l'économie qui reste notre scénario principal et effectivement un positionnement vis-à-vis de ce scénario-là dans les portefeuilles. Alors, une fois de plus, j'encourage toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions. J'en ai reçu déjà un certain nombre. Il nous reste environ 5 minutes. On peut déborder un petit peu, mais environ 5 minutes pour répondre à d'éventuelles questions. Je vais peut-être commencer avec celle qui revient le plus, et notamment on a parlé du pétrole, on a parlé de l'essence. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fameux robinet du gaz qui inquiète tout le monde, et notamment l'Europe aussi à ce sujet-là? Alors clairement, on parlait effectivement d'un risque associé au pétrole. Le risque est d'autant plus important en Europe, bien entendu, parce qu'on a cette dépendance à l'égard du gaz russe. C'est vrai qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui que cette arme soit utilisée par la Russie pour pénaliser un petit peu des Européens qui ont adopté des sanctions relativement importantes à l'égard de la Russie. Ce n'est pas forcément le scénario privilégié. On observe depuis quelques semaines que le robinet de gaz a déjà un petit peu été fermé, sans doute en perspective de pays européens qui comptaient remplir les stocks de gaz et les réserves de gaz durant l'été pour pouvoir affronter sereinement l'hiver.
ce léger resserrement du robinet probablement ne peut pas préjuger d'une fermeture définitive du robinet du gaz russe à l'automne ou bien en été. Difficile de se mettre à la place de M. Poutine, bien entendu, mais on peut imaginer que c'est assez tactique, une tactique politique sans doute pour maintenir une certaine pression à l'égard des Européens, éviter que d'autres sanctions soient prises et éventuellement, peut-être que dans sa tête, on peut imaginer qu'arrivé l'automne ou l'hiver, il y aura une volonté de mettre fin à la guerre, espérons-le, et de s'asseoir à la table des négociations. Et effectivement, c'est peut-être une arme qui sera utilisée pour cela. Si le robinet du gaz est fermé, malheureusement, c'est clairement une très mauvaise nouvelle pour l'Europe, pas forcément pour les autres pays, mais pour les autres zones économiques, mais clairement pour l'Europe, c'est sans doute quelque chose qui peut faire basculer l'Europe dans une récession, parce que bien entendu, les ménages ne sentiront pas trop le contingentement du gaz et le rationnement, mais ça aura un impact au niveau des entreprises qui seront probablement rationnées et qui, forcément, d'un point de vue de l'activité industrielle, se traduira par un dysfonctionnement et un impact assez sensible au niveau de l'activité économique. Mais là encore, on note une fois de plus que c'est pas forcément un scénario noir absolu où éventuellement l'Europe va rentrer dans des difficultés supplémentaires, mais pas forcément les autres économies. Et c'est vrai que si on revient sur la Chine, par exemple, on a des comportements totalement différents. Et puis les États-Unis sont quand même largement moins dépendants de toute l'énergie européenne. On peut imaginer que une situation économique particulièrement compliquée et délicate pour l'Europe et un gros ralentissement en Europe pourrait amener les autorités, les banques centrales dans d'autres zones économiques, la Chine notamment et les États-Unis, probablement à être beaucoup plus clémentes en ce qui concerne les États-Unis, peut-être remonter beaucoup moins les taux d'intérêt et éventuellement au niveau de la Chine avoir une activité de relance encore plus importante. Peut-être un point sur les actions américaines et notamment effectivement les valorisations dont on a parlé. Alors j'ai plusieurs questions qui reviennent à ce sujet. C'est vrai que tu as très justement parlé du ratio de valorisation. Est-ce qu'on a une crainte sur les estimations bénéficiaires américaines qui pourraient ralentir sur cette fin d'année et éventuellement combler de la mauvaise manière ce fameux PE ratio? Alors, c'est vrai que c'est une des menaces, donc déjà assez précoce, assez présente. Là, on va rentrer dans la saison des résultats au niveau des États-Unis et on peut imaginer qu'on va déjà commencer à sentir un certain impact, pas forcément de ralentissement économique, mais au niveau des marges des entreprises. Parce que forcément, avec des prix de revient qui montent, avec des salaires qui montent, on peut imaginer que les marges des entreprises seront un petit peu sous pression. Après, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce que ce n'est pas déjà dans les cours, avec une baisse de la bourse américaine supérieure à 20%, avec une baisse des valeurs technologiques supérieure à 30%, peut-être que c'est déjà anticipé, bâti dans les cours de bourse à l'heure actuelle, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller sur les 2 prochains trimestres de publication de résultats qui pourraient mettre une pression supplémentaire, effectivement, temporaire en tout cas, sur les valorisations boursières. C'est intéressant effectivement hein, de penser aux estimations, en révision des estimations bénéficiaires, mais il y a tout l'aspect d'anticipation qui semble effectivement avoir déjà été pris en compte par le marché. On verra ça en tout cas sur les prochaines périodes de chiffres économiques. Peut-être une toute dernière question, j'en ai malheureusement beaucoup qui sont tombés. Une toute dernière question pour terminer un peu plus sur un aspect vision globale sur peut-être ce pétrole, cette vision à long terme de la baisse des investissements, de tout ce qui est énergie fossile, etc. Ben voilà, là peut-être qu'en est-il sur les 10 prochaines années? On voit que l'Allemagne repart sur des énergies fossiles parce que forcément un peu plus obligé. On a des productions de pétrole qui restent quand même à un niveau, même si on l'a vu, les inventaires sont bas. Dans ces aspects-là de scénario sur le plus long terme, sur 10 ans, qu'est-ce qu'on s'attend de voir sur ces principes fondamentaux? Alors, clairement, notre vision, c'est que la problématique du rationnement ou la pénurie d'énergie et d'électricité,
c'est quelque chose qui est à relativement brève échéance. Mhm. Si elle se matérialise, c'est pas encore garanti, mais qui est provoquée justement sur le fait qu'il y avait cette dépendance par rapport au gaz et que sans doute on n'a pas fait les investissements nécessaires suffisamment rapidement sur le renouvelable. Donc c'est un problème à court terme qui est aigu, qui Mhm. est important, qui peut se matérialiser, mais on voit à quel point, alors temporairement, on va à l'encontre de ce qu'on souhaitait, à savoir qu'on va effectivement retourner sur le charbon, on va effectivement s'orienter sur du gaz liquéfié qui doit être transporté par bateau, donc qui est beaucoup plus polluant. Donc c'est un problème d'accentuation temporaire des émissions de gaz carbonique. C'est clairement pas ce qu'on souhaitait, mais c'est probablement un facteur accélérateur dans les investissements sur les énergies renouvelables. C'est ce à quoi on s'attend pour les prochaines années, une vraie accélération dans ce sens-là. Et clairement, on aura toujours du pétrole dans quelques dizaines d'années, ne serait-ce que pour faire fonctionner des avions Mhm. ou du transport maritime qui n'aura pas forcément encore basculé sur du renouvelable. Mais on voit que le virage est vraiment pris au niveau du transport privé, des voitures et sans doute des camions. Et il est inéluctable avec une orientation sur l'électricité, voire même à un moment donné sur l'hydrogène. Mais ce qui est important, c'est que probablement à court terme, c'est un aspect négatif, cette crise ukrainienne Mhm. et cette dépendance au gaz russe, mais sur la plus longue durée, ça va avoir un effet accélérateur sur les investissements qu'on comptait déjà faire sur les énergies renouvelables, mais qui vont être accélérés dans les prochaines années. Daniel, je te remercie infiniment de nous avoir accompagnés à travers tes vues cette fin de matinée. Merci également à tous d'avoir participé. Une fois encore, pour celles et ceux qui ont posé d'autres questions, il y en a un certain nombre, je vous encourage vivement à vous rapprocher de votre responsable de compte qui pourra éventuellement aussi vous mettre en contact avec l'un de notre équipe pour discuter de ces questions qui sont encore un peu plus détaillées et qui malheureusement on n'a pas eu le temps de répondre aujourd'hui. Voilà, je vous salue, je vous souhaite un bel été. Daniel, pareillement, en espérant que les marchés suivent ce scénario qu'on espère et pour lequel voilà, on a donné notre argumentaire aujourd'hui. Merci Quentin, merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir.